n'y est pas, hein. Pour réaliser la cuisson des languettes, il faut un chalumeau et du savon. Du savon de Marseille, bien sûr. On applique le savon sur la languette. Ceci permet de savoir quand arrêter la cuisson, car sous l'effet de la chaleur, le savon va noircir, ce qui indiquera le moment où il faut arrêter la cuisson. Si la languette est trop cuite, le métal ne se tient pas. La technique de la cuisson que j'applique régulièrement a plusieurs avantages. Tout d'abord, elle donne au laiton une souplesse qui permet un travail plus aisé quand on courbe la languette. Vous voyez là que, sur l'image, que le savon noircit, j'arrête donc la cuisson. La technique de cuisson donne de la tenue dans le temps à la languette. La tenue est nettement supérieure. Le laiton n'a pas tendance à revenir à sa position initiale. La courbure est beaucoup plus stable. Donc vous voyez ici que j'applique simplement un trait de savon qui va me permettre de réguler la cuisson. Enfin, j'ai remarqué que la sonorité d'un jeu d'anche réalisé avec du laiton recuit est moins métallique et on obtient ainsi un son plein et mâle comme le demande Don Bédos. Après la cuisson vient le raclage, afin d'obtenir une languette plus fine au point d'accord et donc plus épaisse au point vibrant, et un effet ressort du métal plus accentué. Pour ce faire, j'utilise un outil que j'ai fabriqué moi-même, ce qui permet de maintenir la languette sur une surface parfaitement plane pour l'opération de raclage. Donc je coince la languette sur mon outil pour pouvoir racler. Pour faire ce raclage, j'utilise un outil qui est simplement un racloir en tiers-point. Le geste se fait indifféremment, soit en tirant, soit en poussant. Le résultat est le même dans les deux cas. C'est juste une question de geste. Chacun trouvera son geste idéal. Tous les relevés de cote sur les jeux d'ange du 18e montrent une différence d'épaisseur sur les languettes. Par exemple, une languette de 30 centièmes au bout vibrant sera de 27 centièmes ou 25 centièmes au point d'accord. Il y a a priori deux méthodes pour obtenir cette différence d'épaisseur, soit le martelage, soit le raclage. Je n'ai jamais réussi à obtenir de résultats satisfaisants avec le martelage, contrairement au raclage qui marche parfaitement et techniquement facile à mettre en œuvre. De plus, l'observation sur les languettes anciennes me fait dire que je n'ai jamais vu de languette ancienne à marteler. Pour vérifier l'épaisseur, j'utilise évidemment un palmaire. Après le raclage, je réalise un surfaçage sur les deux faces de la languette grâce à une lime, une taille très fine. Ceci permet d'aplanir les petits défauts dus au raclage manuel et sur l'autre face de la languette, des défauts dus au défaut du métal lui-même. A noter que quand je débite mes languettes, je débite toujours selon le laminage de la languette dans la longueur, jamais de laminage en travers de la languette. Donc, une fois ce raclage réalisé sur les deux faces, donc il faut le temps pour pouvoir bien aplanir cette languette. Ensuite, je vais réaliser un polissage sur les deux faces de la languette avec de la laine d'acier, triple zéro. Ceci permet une meilleure utilisation du brunissoir pour réaliser la courbure. Le brunissoir va glisser plus facilement sur une languette polie
que sur une languette qui ne l'est pas. Une fois toutes ces opérations terminées, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la courbure de la languette. C'est évidemment l'étape la plus importante du processus d'harmonisation du tuyau d'anche. C'est de la courbure que va dépendre la qualité du timbre du tuyau. Pour courber, j'utilise un bois à courbure en ébène que j'ai réalisé moi-même et dont la courbure assez prononcée, comme vous pouvez le voir, m'a été inspirée par l'observation des languettes du Clicquot de la cathédrale de Poitiers qui a été réalisée en 1790 et les languettes du Cavaillé-Coll de la basilique de Saint-Denis réalisées en 1840. Ces deux instruments sont harmonisés à une pression de 125 mm. Il faut savoir que les pressions dans les orgues du XVIIIe sont en général, selon la taille de l'instrument, entre 85 mm et 125 mm. Donc, l'opération de courbure, la voici, j'écrouille le métal avec mon brunissoir, en tenant la languette avec une main et le brunissoir de l'autre. Mais pour réaliser une belle courbure, il faut avoir en mémoire la courbure idéale. La courbure commence après le point d'accord et augmente progressivement jusqu'au bout de la languette. Selon la pression choisie, cette courbure est plus ou moins prononcée. Il faut vraiment avoir en mémoire cette courbure que vous voyez maintenant, qui vient de la trompette du positif de la cathédrale de Poitiers. Donc pour réaliser la courbure, j'écrouille le laiton avec mon brunissoir en passant sur le bois à courbure et j'observe régulièrement sur le champ du bois à tournure la courbure que j'obtiens. Voici là une courbure, je trouve qu'elle est un peu plate. Je vais la prononcer en écrouissant encore une fois à l'endroit voulu cette courbure. Si j'estime que la courbure me paraît bonne, je passe à la languette suivante. Là, il s'agit d'une languette pour un troisième do de trompette, et là, je vais courber la languette d'un premier ré de chromorne. Là, vous allez voir que la courbure est trop prononcée, donc il faut que je la raplatisse. Pour cela, je vais toujours sur le bois à courbure retourner la languette à l'envers et avec le plat du brunissoir raplanir cette courbure. Une fois la bonne courbure obtenue, grâce à mon observation, je retourne la languette sur le champ du bois à tournure pour vérifier le parallélisme de la languette. C'est important que la languette ne soit pas gauche. Et enfin, je monte l'anche du tuyau. Ici, c'est le troisième do de trompette. Donc canal, languette et coin. Les coins, traditionnellement, au XVIIIe, sont en noyer. Ils deviennent en hêtre au XIXe siècle. On trouve aussi des exceptions sur les anches construites par le facteur Dupont au XVIIIe siècle, dans l'est de la France. Les coins étaient en laiton. Un travail très complexe pour faire des coins en laiton. Donc voilà le tuyau de trompette, le troisième do, donc un do de 2 pieds. Là, je trace sur le premier ré de chromorne la saillie, grâce à une règle de saillie que j'ai faite d'après Dombédos, tout simplement. Ça me permet de savoir jusqu'où enfoncer le canal dans le noyau. Donc, canal, les languettes, coin, je monte l'anche sur le tuyau de chromorne. Je peux, si nécessaire, taper en bout très légèrement sur
le canal, toujours avec un objet en bois et jamais un objet métallique, au risque de déformer le bout du canal. Une fois le tuyau monté, je vais l'essayer sur le mannequin. Pour cette démonstration, j'ai mis une pression moyenne qui est environ 95 mm. Une fois sur le mannequin, j'essaye, j'accorde le tuyau, j'approche le tuyau de sa longueur, de sa note. Si j'estime qu'il est un peu lent, comme c'est le cas ici, eh bien, je vais, avec le brunissoir, aplanir, passer le plat du brunissoir sur le canal. Ça va très vite avec les languettes recuites. Donc, je retombe sur la note. Elle semble bonne. Je vais maintenant passer au tuyau de chrome horn. Là, au premier coup, on entend vraiment que la lanche est trop plate, le canal est trop plat. Pardon, le canal. La languette est trop plate. Donc, dans ces cas-là, il faut retravailler sur le bois à courbure. Donc, on désolidarise l'anche, on prend la languette pour retravailler la courbure de façon à obtenir une courbure idéale. Je vérifie toujours sur le champ du bois à tournure si j'obtiens la bonne courbure. Et je retravaille pour courber un peu plus la languette. Bon, là j'estime que je dois être pas trop mal. Peut-être encore un peu plat, mais on va le monter. La première octave d'un chrome horn est toujours complexe à harmoniser. C'est à mon sens le jeu le plus difficile à réaliser, surtout la première octave. Voilà, donc là je pense que la courbure peut être bonne. On va la réessayer et voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est toujours ce même travail qu'on réalise plusieurs fois. On démonte et on remonte jusqu'à obtenir le son qui semble idéal. Il est évident que quand on mettra le tuyau sur son sommier, il faudra encore retravailler, car surtout sur un chrome horn ou sur une voie humaine, la longueur de la gravure influe énormément sur le résultat final. Plus la proximité des tuyaux l'un avec l'autre donne aussi des modifications de son. Voilà pour un début de travail sur un jeu d'anche. Je vous remercie pour cette écoute.